Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça a l'air... je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sarah Perrin, je suis sociologue. J'ai fait une thèse sur les femmes usagères revendeuses de drogue insérées socialement à Bordeaux et Montréal. Et j'ai l'honneur d'avoir été invitée par la MMPCR pour clôturer cette journée. En gros, c'est pas un exercice facile. Donc dans le programme, il y avait écrit le regard de Sarah Perrin. Je me suis dit que je pouvais vous regarder pendant 45 minutes, mais que ça allait peut-être pas être hyper pertinent. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de proposer un peu une analyse transversale de toutes les interventions auxquelles j'ai assisté sur ces 2 jours, en analysant de manière sociologique 4 concepts qui sont mobilisés constamment dans les interventions et même dans le nom même de la MMPCR, mais sur lesquels finalement on s'attarde peut-être pas tant. Donc en gros, pendant un quart d'heure, 20 minutes, je vais vous parler de manière transversale de ces concepts, de ces enjeux-là. Après, il y aura un temps d'échange durant lesquels on avait une facilitatrice graphique avec nous, Hélène, qui est juste ici, que vous avez peut-être vu pendant ces 2 jours. Et donc, on aura un temps d'échange durant lesquels on diffusera aussi les visuels faits par Hélène. Et puis après, moi, je vous proposerai un peu une ouverture sur comment on peut aborder la réduction des risques de manière intersectionnelle en prenant l'exemple issu de ma thèse. Le premier concept qui est assez transversal à toutes les interventions et qui est d'ailleurs dans le nom de la MMPCR, Mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, c'est finalement la notion de risque qui est mobilisée partout, tout le temps. Mais au fond, de quoi on parle quand on parle de risque? Donc on a Michel Calvez, qui est un sociologue, qui parle du risque comme de la probabilité de survenue de l'événement de santé. Donc en gros, le risque, ce serait quelque chose d'anticipable, quelque chose qu'on peut prédire, et ce serait quelque chose aussi qu'on peut éviter. C'est donc un élément qui est maîtrisable. Et sinon, on n'essaierait pas de les prévenir, on n'essaierait pas de les limiter, etc., etc. La lutte contre le VIH a fait de la notion de risque un enjeu majeur en santé publique. C'est parce qu'il y a un risque qu'on développe des programmes de santé publique et de prévention. Et au moment de l'épidémie du VIH dans les années 80-90, on a d'abord désigné des groupes à risque. Et moi, j'aimerais aussi proposer un peu un regard critique sur la notion de risque, de comportement à risque, de groupe à risque. Au début, donc, on désigne des groupes à risque. Je ne sais pas si vous vous souvenez des 4 H, haïtiens, hémophiles, homosexuels, héroïnomanes. Donc on désigne des groupes à risque, des groupes de population sur lesquels on va essayer de se concentrer. On peut aussi citer aujourd'hui les travailleurs, travailleuses du sexe, les migrants, les jeunes, etc., etc. Et déjà à l'époque, on pointait l'idée que désigner des groupes à risque, ça pouvait être vecteur de stigmatisation. Pour reprendre, je vais citer ici Marcel Calvez, attribuer le risque à des groupes, c'est aussi favoriser l'émergence de procédures d'accusation sociale qui prennent appui sur l'association de groupes particuliers aux dangers épidémiques pour construire une adversité et marquer des différences radicales. Donc à ce moment-là, on peut voir la gestion des risques, la prévention des risques, la réduction des risques comme un moyen pour diminuer les dangers, mais aussi comme un outil de contrôle social de certaines populations perçues comme allant à l'encontre des normes. Et là, je viens de vous parler de stigmatisation, je viens de vous parler de normes, et c'est aussi des éléments sur lesquels on va s'attarder après. Donc dans l'idée de proposer une alternative plus neutre, moins stigmatisante pour prévenir les risques d'infection au VIH, on a privilégié l'expression conduite à risque plutôt que l'expression groupe à risque. Du coup, on ne va plus cibler les homosexuels, on va cibler les rapports sexuels non protégés entre hommes. On ne va plus cibler les usagers de drogue par voie intraveineuse, mais le partage de matériel de consommation qu'il faudrait prévenir, etc., etc., etc. Et donc, je vais à nouveau citer Marcel Calvez, qui a bien bossé sur le risque quand même, qui dit « Le groupe à risque renvoie à une segmentation statutaire définie en fonction d'attributs collectifs ou identitaires, alors que le comportement à risque se rapporte à des déviances individuelles. » Donc, dans la notion de groupe à risque, on travaille sur des populations. Dans la notion de comportement, on travaille sur des pratiques. Ce serait moins stigmatisant. Oui, mais finalement, qu'on parle de comportement à risque ou de groupe à risque, le risque de discrimination, le risque de stigmatisation reste toujours présent, puisqu'en fait, on change juste de procédure d'accusation sociale. On ne va plus faire reposer l'accusation sur des groupes, mais sur des individus qui iraient à l'encontre des normes, donc sur des individus déviants.
on est finalement, que ce soit dans le choix entre groupe à risque ou comportement à risque, sur un déplacement des logiques d'accusation sociale. On est aussi sur un enjeu normatif, puisque quand on va définir des catégories à risque, qu'il s'agisse de groupes ou de comportements, les actions de prévention en santé publique vont institutionnaliser des normes de conduite souhaitables. Il va être souhaitable d'adopter tel ou tel comportement, de s'attarder sur tel ou tel groupe, etc., etc. Et donc, le risque, dans les deux cas, c'est de pointer des publics ou des pratiques qui vont contredire des normes sanitaires, mais aussi morales et sociales. Et on le voit bien, par exemple, quand on parle du chemsex, avec en fond médiatique l'affaire Pierre Palmade, tout de suite, on passe d'une logique de réduction des risques à une logique de stigmatisation où on va pointer du doigt des comportements. Ce qui dérange finalement, on le perçoit, c'est moins un comportement à risque que le fait d'être homosexuel et d'avoir des rapports homosexuels, qui plus est en se droguant. Et ça, on le voit quand même assez régulièrement dans le champ médiatique. Donc, dans toutes nos activités professionnelles, quand on travaille sur les comportements à risque, il y a le risque, justement, de verser dans une forme de stigmatisation ou dans l'imposition de normes. Et justement, parlons de normes. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de sociaux, mais c'est quand même important de rappeler qu'il y a plusieurs types de normes, des normes formelles et des normes informelles. Les normes formelles, c'est tout ce qui va relever des lois, des règlements intérieurs. Il est interdit de consommer du cannabis, il est interdit d'être en excès de vitesse, etc., etc. Si vous allez à l'encontre des normes formelles, vous êtes déviant sur le plan formel, donc vous risquez une amende, un licenciement, une incarcération, etc., etc. Mais il y a aussi tout ce qui relève des normes informelles, donc des normes qui ne vont pas être inscrites dans la loi, des normes qui ne vont pas être inscrites dans les règlements, mais qui marquent quand même tous nos comportements au quotidien. Par exemple, ça n'est venu à l'idée de personne de s'installer ici pour assister à cette conférence. C'est écrit nulle part. Concrètement, est-ce que vous pourriez le faire? Oui, mais vous savez très bien que ça vous expose à des regards, à de la moquerie, voire à l'exclusion de votre groupe ou en tout cas une sanction informelle. Donc les normes informelles, finalement, elles agissent autant sur nos comportements, si ce n'est plus au quotidien, que les normes formelles. Les comportements à risque, ils vont à l'encontre de normes majoritaires. Les comportements à risque peuvent aller à l'encontre de normes formelles. Quand je suis en excès de vitesse, j'ai un comportement à risque. Mais les comportements à risque, ils peuvent aussi aller à l'encontre de normes informelles. Il n'est pas interdit d'être en ébriété totale dans une soirée entre amis au domicile d'un copain. Mais par contre, si vous êtes complètement bourré à 21h à vomir dans le lavabo, on risque de plus vous inviter samedi prochain. C'est une norme informelle qui régit vos comportements de consommation. Ce qui va à l'encontre des normes, qu'elles soient formelles ou informelles, ça s'appelle une déviance. Un individu déviant, c'est un individu qui s'oppose aux normes. Et donc, il y a quand même beaucoup de moments dans nos vies quotidiennes où on va à un moment être déviant. Je n'ai pas parlé d'une autre norme aussi, qui est la norme statistique. La norme statistique, c'est tout simplement la norme de la majorité. La majorité de la population est hétérosexuelle. Donc si vous appartenez à la communauté LGBTQIA+, vous allez à l'encontre d'une norme statistique, mais aussi d'une norme informelle morale, voire d'une norme formelle dans certains pays du monde. Donc cet enjeu de la déviance, il est quand même extrêmement présent quand on parle de conduite à risque, de comportement à risque. Ce qui est intéressant, c'est de constater que même au sein de groupes déviants, même au sein des groupes d'usagers de drogue, par exemple, des normes se mettent en place. On ne fait pas n'importe quoi, même dans la déviance. On ne se drogue pas n'importe comment. On ne fait pas du travail du sexe n'importe comment, etc., etc. Donc, moi, je m'attarde sur le cas des groupes d'usagers de drogue parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est mon domaine d'expertise. On voit qu'il va y avoir des pratiques de réduction des risques qui, peu à peu, vont être intégrées comme des normes informelles au sein des groupes d'usagers de drogue. Par exemple, dans certains groupes d'usagers de drogue, le partage de matériel, même juste d'une paille pour sniffer, par exemple, ça va être extrêmement mal vu. Et puis, il y a d'autres groupes où cette norme, elle n'est pas encore diffuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir aux enjeux normatifs qu'on peut transmettre à travers nos pratiques. Il faut prendre conscience aussi que les normes, elles sont culturellement situées, d'accord ? Les normes formelles, elles sont censées être partagées, mais on sait très bien que selon votre niveau d'études, votre niveau socio-économique, votre religion, la zone géographique où vous avez grandi, votre genre, votre âge, vous n'allez pas partager les mêmes normes informelles que les autres. Okay ?
Et donc à ce moment-là, on peut souligner l'importance du communautaire pour essayer de diffuser des normes, des bonnes pratiques de réduction des risques qui seraient véhiculées par les pairs, où l'idée ce ne serait pas de dire ce que vous faites c'est bien ou c'est mal, mais à partir du moment où vous choisissez d'adopter un comportement, essayons de faire en sorte qu'il soit le moins nocif pour vous et pour les autres. Ces groupes de pairs sont particulièrement importants parce qu'on sait que les normes, elles sont véhiculées lors de la socialisation. La socialisation, c'est le processus d'intégration des normes. Il y a deux étapes dans la socialisation. La socialisation primaire, plutôt dans l'enfance, avec la famille et l'école, avant la religion, aujourd'hui moins. Et puis la socialisation secondaire qui arrive à partir de l'adolescence et qui va durer toute la vie et qui là va mobiliser votre champ professionnel, vos clubs associatifs, vos amis, votre famille, les collègues que vous allez vous faire, votre club de sport, etc., etc. Donc votre groupe de pairs, c'est une instance de socialisation secondaire. Elle va vous transmettre des normes. Et à partir de là, si on arrive à mobiliser les pairs, si on arrive à mobiliser les communautés d'usagers pour véhiculer des pratiques de réduction des risques, ce sera probablement beaucoup plus efficace que si on se base sur des discours institutionnels qui courent le risque d'être beaucoup plus vecteurs de stigmatisation. Donc on peut citer par exemple, ça a été abordé, tout ce qui relève de la réduction des risques numériques, Technoplus évidemment, les forums communautaires comme Psychonautes, etc., etc., etc. Un autre terme que j'ai beaucoup abordé pendant mon temps de parole et qui a été aussi mobilisé durant plusieurs interventions, c'est la notion de stigmatisation de stigmates. Le concept de stigmate, il a été mis à jour par mon sociologue préféré, qui est mort, qui est Erving Goffman. Et Erving Goffman, il a fait beaucoup d'enquêtes de terrain extrêmement immersives, notamment une enquête de terrain dans ce qui s'appelait à l'époque un asile psychiatrique dans les années 60. Et donc, il parle de la stigmatisation autour de la pathologie mentale et aussi autour du handicap. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Stigmate, les usages sociaux des handicaps ». Donc, un stigmate, qu'est-ce que c'est ? C'est un attribut spécifique, particulier et dévalorisé qu'un individu va détenir. Le stigmate, il n'existe donc pas en tant que tel. On ne naît pas stigmatisé. On ne naît pas avec un stigmate. Le stigmate, il naît des relations entre des attributs individuels et des préjugés, des stéréotypes, des représentations sociales, etc., etc. Et on en revient à cette idée de normes. C'est les normes sociales qui vont définir ce qui est dévalorisé, ce qui est problématique, ce qui va être jugé comme inconvenant, désagréable, etc., etc. Une personne qui possède un stigmate, elle est donc discréditable. Goffman, il différencie deux types de stigmates. Enfin, il en distingue plein, mais on peut établir deux catégories, les stigmates visibles et les stigmates invisibles. Le stigmate visible, c'est par exemple une personne racisée dans une société majoritairement blanche. C'est une personne avec un attribut religieux visible dans une société où sa religion n'est pas majoritaire. C'est une personne en fauteuil roulant. Okay, cette personne, elle arrive dans une pièce, d'office, elle est porteuse de cet attribut qui peut la discréditer. Et puis, il y a les stigmates invisibles. Il y a ceux qu'on ne voit pas immédiatement. Donc, ça peut être des handicaps qui ne sont pas visibles, par exemple la surdité, par exemple des pathologies psychiatriques, et par exemple l'usage de drogue. On ne sait pas d'office qu'une personne consomme des drogues. On peut le découvrir physiquement, on peut le découvrir dans les interactions, mais on ne le sait pas d'office. Et les personnes détentrices de ces stigmates invisibles, elles sont potentiellement discréditables. Ça veut dire qu'elles ne le sont pas d'office, mais qu'elles peuvent le devenir à tout moment d'une interaction. Et il y a des enjeux de dissimulation qui, du coup, vont être majeurs à chaque interaction de ces personnes. Le stigmate, c'est ce qui va être générateur de discrimination. C'est sur la base d'un stigmate qu'on va discriminer une population, un individu, etc., etc. Je pense que vous en rencontrez au quotidien, des personnes stigmatisées. Donc moi, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur des éléments moins peut-être connus, sur les stratégies de retournement et de contournement du stigmate, qui sont des stratégies mobilisables pour revaloriser l'identité des personnes stigmatisées et qui sont surtout appropriables par les personnes concernées. Donc là, c'est pas Goffman qui en parlait dans son livre, c'est Bourdieu et un monsieur qui s'appelle Gruel.
Donc, le contournement du stigmate, c'est je vais essayer de limiter au maximum les comportements ou les traits stigmatisés. Par exemple, un homme homosexuel va essayer de ne pas avoir l'air trop efféminé, une femme va tout faire pour ne pas paraître sensuelle, une personne racisée va tout faire pour correspondre aux codes culturels, langagiers de l'ethnie majoritaire, etc., etc. Donc du coup, quand on est dans le contournement du stigmate, ça veut dire qu'on a intégré les normes du groupe majoritaire, des normaux, et on va finalement admettre l'aspect négatif des attitudes stigmatisées, ce qui va générer une forme d'auto-dévaluation. Okay, on est dans l'intériorisation du stéréotype, l'intériorisation de l'homophobie, par exemple, pour les groupes homosexuels, etc., etc. Et donc Bourdieu, il parle d'une recherche de l'assimilation qui implique, je cite, alors promis, je cite un petit bout de Bourdieu parce que sinon c'est incompréhensible, un travail visant à faire disparaître tous les signes propres à rappeler le stigmate et à proposer, par des stratégies de dissimulation ou de bluff, l'image de soi la moins éloignée possible de l'identité légitime. C'est tristoun, quand même. Les gens qui font ça, grosso modo, ils sont rarement très épanouis. L'autre stratégie, le retournement du stigmate, ça consiste au contraire à se réapproprier les comportements ou les traits stigmatisés pour en retirer des avantages, pour en retirer une fierté, etc. Donc c'est typiquement la Pride, c'est l'exemple typique d'une stratégie de retournement du stigmate. C'est vous dites que mon orientation sexuelle, que mon identité de genre, elle est dévalorisée, elle est dévalorisante, eh bien je vais me l'approprier dans l'espace public et je vais le porter comme un étendard et je vais appeler ça la marche des fiertés. Donc finalement, on est cette fois sur un renversement de l'échelle des valeurs. On est sur un discours qui dit « je n'accepte pas vos normes et je vais aller à contre-courant et je vais construire de nouvelles normes au sein de ma communauté et je vais essayer de diffuser ces normes dans l'ensemble de la société ». Donc encore une fois, je cite Bourdieu qui parle d'une stratégie qui vise non à effacer les traits stigmatisés, mais à renverser la table des valeurs qui les constituent comme un stigmate. Donc quand je retourne le stigmate dont je fais l'objet, je redéfinis les valeurs qui classent les comportements en fonction de leur légitimité ou illégitimité dans l'objectif de reconquérir une identité sociale positive, du pouvoir symbolique, etc., etc. On est finalement dans un processus de revalorisation de la communauté qui est, je pense, extrêmement important pour permettre les regroupements et les luttes des personnes stigmatisées et la manifestation de revendications visant à lutter contre les discriminations. Ce qui me permet à nouveau de souligner l'importance du communautaire quand on veut mobiliser les personnes concernées. Le retournement du stigmate ne peut être fait que par des personnes concernées. Il doit être porté par les personnes concernées. On ne peut pas renverser une échelle de valeurs si on n'est pas soi-même un minimum concerné par cette stigmatisation. Est-ce que je parle trop? Non, ça va. Le dernier concept dont je voulais vous parler, qui pareil a été mobilisé dans plein d'interventions, c'est la vulnérabilité, les publics vulnérables. Qu'est-ce que c'est finalement être vulnérable? Ça veut dire quoi? Eh ben, la définition sociologique de la vulnérabilité, c'est la potentialité à être blessé. Okay? Du coup, elle est universelle. On court tous le risque d'être blessé à un moment donné de notre vie, de notre trajectoire. On ne parle pas seulement de la blessure physique, même si évidemment la vulnérabilité physique, sexuelle, etc., c'est un enjeu majeur, mais aussi d'une potentialité à être blessé sur un plan psychologique, symbolique, culturel, etc., etc. Donc cette potentialité à être blessé, elle est universelle, mais elle est aussi relationnelle. On n'est jamais vulnérable dans l'absolu. On est toujours vulnérable face à quelque chose ou à quelqu'un. On en revient à cette idée d'interaction qui est aussi présente dans le stigmate, qui est présente dans la vulnérabilité. Et puis, comme c'est un peu triste de se dire, bon, c'est une potentialité à être blessé, on est tous fragiles dans l'absolu, certes, mais en fait, la capacité d'agir, elle vient systématiquement d'une vulnérabilité. On ne se défend jamais quand on ne se sent pas attaqué. On ne se défend jamais quand on ne se sent pas en danger. Très rarement. Et donc la capacité d'agir, elle est directement en lien avec la vulnérabilité. Et c'est quand on admet la vulnérabilité d'un public, d'un individu, etc., qu'on a la capacité de réagir face à ça. Donc finalement, les publics dont on a parlé durant ces 2 jours, les usagers de drogue, les jeunes, les usagers des espaces festifs, les femmes, les migrants, les migrantes, les exilés, etc., sont vulnérables, particulièrement à risque et aussi stigmatisés. Et donc ça permet un peu de réfléchir à comment
travailler auprès de ce public en essayant de revaloriser leur position dans la société à un niveau peut-être structurel également. Donc, je reprends ici un mot d'ouverture de Monsieur Pujol hier matin, qui disait par exemple « La vulnérabilité, c'est une notion primordiale pour comprendre comment les jeunes tombent dans des réseaux. » D'accord ? Les institutions ou les groupes qui vont chercher à abuser d'autres groupes ou d'autres individus cherchent cette vulnérabilité et l'identifient. Donc, travailler sur tout ça, c'est assez essentiel. Et je pense que définir les mots qu'on utilise pour travailler auprès de ces publics, ça permet peut-être de mieux comprendre de quoi on parle et de mieux se positionner dans ces échanges-là. J'arrête de vous bassiner avec des concepts sociaux et je vous propose peut-être un temps d'échange sur tout ça. Et après, je vous parlerai d'une approche intersectionnelle. Et je vous propose du coup qu'on diffuse les visuels d'Hélène. Super. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des revendications? Ouais. Peut-être passer un micro. Bonjour. Bonjour. Déjà merci, c'est très intéressant. Comment travailler déjà avec ce public donc vulnérable, stigmatisé, s'ils sont tombés dans du fatalisme, catastrophisme Est-ce que tu peux, je me permets de te tutoyer, oui. Est-ce que tu peux développer ce que tu entends par fatalisme, catastrophisme? Tu veux dire quoi? Tu veux dire qu'ils envisagent aucune issue positive? Enfin, est-ce que tu peux détailler un peu la situation? Oui, voilà, dans le sens où ils ont conscience de leur stigmatisation et qu'en fait, peu importe ce qui se passera, ça va rien changer. Ils savent qu'ils ont aucun moyen d'action pour modifier leur avenir et qu'en fait, que quelqu'un leur vienne en aide ou non, ça sera la même chose au final. Ouais, Goffman en parle, c'est marrant, il en parlait déjà dans les années 60, où il disait pour les personnes qui intériorisent le stigmate et qui intègrent l'idée qu'ils sont inférieurs en fait aux autres, souvent ce qui va se produire c'est un isolement aboutissant à un repli sur soi quasi total et à une rupture de lien social. Donc après aujourd'hui on a des moyens d'action, enfin heureusement pour nous quand même, nos sociétés depuis les années 60 ont un peu évolué, notamment au niveau du travail social, psychiatrique, etc. Donc tu parles de quel public exactement? Peu importe. À ce moment-là, je pense que le travail psychologique de revalorisation de l'identité, de justement, en fait, la stratégie de retournement du stigmate, elle peut être impulsée par la communauté, par des aidants, par des travailleurs sociaux, par des psychologues, etc., etc. Donc, à partir de là, contribuer à ce renversement de l'échelle de valeur en déconstruisant, tout simplement, les normes que l'individu a intégrées, et c'est normal qu'il les ait intégrées. Hein. La société nous abreuve de normes inégalitaires à travers nos milieux socioculturels, les médias, nos familles, la publicité, les productions artistiques pour certaines, les groupes de pairs, etc. Donc déconstruire ces phénomènes-là, l'intégrer, essayer de l'intégrer dans une communauté où son identité est valorisée, mobilisable, etc. C'était justement abordé dans une intervention de ce matin avec des psychologues où un intervenant disait il faut d'abord faire un travail individuel où la personne se sent sécurisée pour après l'emmener vers le collectif, l'emmener vers le groupe et la pousser à récupérer du lien social. Donc je pense que ce travail-là, il est indispensable, mais je pense que d'abord un travail psychologique et puis après l'intégrer dans du communautaire, essayer au maximum, d'où l'importance des financements publics, des subventions, de l'accessibilité à ces dispositifs par et pour les personnes concernées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, revendications ? Bonjour et merci pour la présentation. Je voulais revenir sur le risque. Vous avez parlé du risque sur le côté, on va dire, danger. Qu'en est-il de votre perception de tout ce qui va être le risque perçu sur lequel on joue pour le progrès, pour les apprentissages, pour le risque qui est vraiment faire ce pas dans l'inconnu est nécessaire pour découvrir les choses et puis pour grandir. Comment vous le percevez dans tout ce que vous avez dit et puis dans vos expériences?
Oui, tout à fait. J'avais peur de ne pas avoir assez de temps, mais moi, un concept que j'aurais voulu mobiliser en parallèle de celui de risque, c'est celui de plaisir et d'apprentissage, justement. Un peu comme la vulnérabilité, où on risque tous d'être blessés, on va tous prendre des risques à un moment. Enfin, c'est un peu une phrase toute faite, mais quand on sort dans la rue, on prend un risque. Voilà. On prend le risque de l'interaction avec les autres, on prend les risques de se prendre une saucée sur la tronche, on prend le risque de se faire écraser par une voiture, etc., etc. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être aussi intégrer le risque comme quelque chose qui fait partie de l'existence humaine presque au sens philosophique, et cesser de le voir comme un événement qu'il faut à tout prix empêcher. Essayer de maîtriser les risques, essayer de les contrôler. Oui, de toute façon, l'être humain passe son temps à essayer de contrôler son environnement, ses interactions, sa trajectoire, etc. Mais par contre, essayer d'empêcher les risques, je pense que c'est une conception assez dangereuse. Mais par contre, il ne faut pas non plus tomber dans le pendant inverse de toute façon, à partir du moment où quelqu'un prend un risque, il ne faut pas l'accompagner, il faut le laisser faire dans une idée... Enfin, c'est une philosophie qui se discute, mais extrêmement libertaire, de laissons les individus s'autogérer en permanence. On sait bien qu'on ne naît pas tous égaux et que c'est quand même plus facile de s'autogérer quand on a un bac+5, un toit sur la tête, 3 000 € par mois, qu'on est blanc et qu'on a quelque chose qui pend entre les jambes, que quand on est une femme racisée qui a grandi dans un environnement hyper précaire. On part pas tous avec les mêmes moyens. Donc à partir de là, moi je penche plutôt pour l'équité plutôt que pour l'égalité. On sait très bien que donner la même chose à tout le monde, ça n'aboutit pas à les mêmes résultats. Par contre, essayer d'adapter les interventions aux individus, ça me semble nécessaire. Après, est-ce qu'il faut encourager les gens à prendre des risques tout en essayant de les maîtriser dans une stratégie d'expérience de vie, de découverte de soi? Oui, évidemment. Évidemment que ça fait, à mon sens, mais c'est impossible de faire autrement, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on peut parler de campagne de gestion du risque par rapport à Asile, où forcément dès qu'on a stigmatisé quelqu'un et qu'on interprète tous ses faits et gestes comme des symptômes, est-ce qu'on peut parler alors de campagne de gestion des risques face au public qui vont côtoyer les personnes vulnérables, pour que celles-ci changent de pensée et change cette manière de se dire elle fait ça parce que telle personne a pris des produits ou telle chose. Est-ce qu'on peut parler alors de campagne de réduction de risque? Alors, est-ce que intégrer la déconstruction des normes, la déconstruction des stéréotypes, la déstigmatisation des personnes concernées comme un élément de réduction des risques? À mon sens, oui. Tout simplement parce que la stigmatisation est porteuse d'énormes méfaits pour les personnes concernées. Moi, il y a plein d'usagers de drogue, je vous parlerai de mes travaux de recherche après, mais il y a plein d'usagers de drogue qui m'ont dit « mais moi, en fait, c'est pas ma consommation qui me pose problème, c'est le fait que si mon patron voit à un moment, apprend que j'ai fumé, je vais me faire virer. C'est le fait qu'un ado qui me disait « moi, je fume de la beuh, ça va ». Bon, alors après, on peut dire, moi, je suis pas médecin psychiatre, on peut discuter des influences du cannabis sur le cerveau. Pas mon sujet. Mais il disait, moi, je fume un joint par mois, ça va, mais si mes parents l'apprennent, ça va être la guerre à la maison, c'est déjà tendu, j'ai déjà un père violent, je vais m'en prendre plein la tronche. Oui, évidemment que la stigmatisation nuit aux usagers de drogue. Et d'ailleurs, cette stigmatisation, elle est véhiculée par des médias aussi, on parle de discours réductionnistes sur les drogues, et elle est extrêmement liée à la répression. La stigmatisation des usagers de drogue sert la répression, ça sert la prohibition, parce que si on admet qu'on peut consommer des drogues tout en étant un citoyen accompli, intègre, etc. Bon, pourquoi les interdire ? Donc, à partir de là, oui, la déstigmatisation et travailler auprès des proches et même auprès de la société dans son ensemble pour limiter ces enjeux-là, oui. Alors après, puisqu'on parle du risque, au Canada, ils ne parlent pas de réduction des risques, ils parlent de réduction des dommages, ou de réduction des méfaits. Et d'ailleurs, si on traduit harm reduction, donc ce qui est utilisé en anglais, c'est pas réduction des risques, c'est réduction des dommages. Et je trouve que la distinction, elle est intéressante. Donc le risque, c'est je vais essayer de limiter cet événement anticipable qui pourrait causer des méfaits. Mais des fois, je prends un risque
et je ne vis pas de conséquences négatives. La réduction des méfaits, c'est je me concentre sur les conséquences négatives, sur des choses qui sont déjà arrivées. Je n'essaye pas d'empêcher quelque chose qui pourrait survenir, j'essaye de limiter ou de guérir, de réparer quelque chose de problématique dans la trajectoire d'un individu, que ce soit sur le plan physique, mental, symbolique, socio-professionnel, économique, etc. Et donc cette distinction, elle est intéressante. Et d'ailleurs, alors, au final, les actions de réduction des méfaits ou les actions de réduction des risques, on retrouve grosso modo des choses similaires. Mais c'est intéressant de voir comment ça imprègne nos philosophies. Et c'est Ulrich Beck qui avait écrit un livre qui s'appelle La société du risque, où il dit on ne pense nos sociétés que par le risque et on essaye d'empêcher ces risques. Et donc on en revient un peu à cette question de oui, mais est-ce que la prise de risque, elle n'a pas un intérêt intrinsèque dans l'existence d'un individu? Mais donc là, je digresse un peu, mais oui, évidemment que déconstruire les stéréotypes. Alors, oui, si, pour moi, les campagnes de sensibilisation, mais au même titre que les campagnes antiracistes ou les campagnes de lutte contre l'homophobie, ça contribue à la réduction des risques et des méfaits auprès des communautés LGBT ou auprès des groupes racisés. Parce que les agressions homophobes, les agressions toxicophobes, les agressions racistes, ça fait partie des risques majeurs pour les groupes concernés, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Est-ce que j'ai répondu déjà? Oui? Ok. Non, je vous parle de mes travaux de recherche, et puis après je vous laisse vaquer à vos occupations. Ouais, il n'y a pas d'autres... De toute façon, l'idée c'est qu'il y a encore de l'échange pendant ce qui va suivre, parce que j'ose espérer que ça pourra susciter des réactions ou des questionnements. Alors, penser la réduction des risques de manière intersectionnelle. Ah, il faut revenir à mon PowerPoint, pardon. Vous avez pu mettre tous les visuels? Parfait, super. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intersectionnalité, c'est un concept qui n'est pas que sociologique, c'est un concept militant qui a été mis à jour par une afroféministe états-unienne qui s'appelle Kimberlé Crenshaw. Kimberlé Crenshaw, elle évoluait dans les milieux antiracistes et elle s'apercevait qu'elle était moins écoutée dans les milieux antiracistes parce qu'elle était femme, donc parce qu'elle était victime de sexisme. Et puis elle s'apercevait aussi qu'elle était moins écoutée dans les milieux féministes parce qu'elle était noire. Et donc elle s'est dit, c'est pas juste mon identité de genre ou mon appartenance ethno-raciale qui fait que je suis discriminée, c'est vraiment l'entrelacement de ces deux axes de discrimination, la race et le genre, qui aboutissent à mon invisibilisation, au fait que je sois moins écoutée dans ces espaces militants. Et donc, elle mobilise le concept d'intersectionnalité pour penser l'entrelacement de ces axes de discrimination. Donc c'est de base un concept états-unien. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, on a beaucoup plus de facilité à penser la race qu'en France. Quand je parle de race, je ne parle pas de race au sens biologique, je le précise quand même, je parle de race au sens social, en termes de ce que ça assigne comme norme, comme identité, comme rapport de discrimination, de pouvoir, etc. Donc du coup, les études intersectionnelles aux États-Unis, elles se sont beaucoup concentrées sur l'entrelacement entre genre et race. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme noire? Parce que notamment, il y avait tout un courant du féminisme qui disait entre femmes, il n'y aura pas de racisme. Bon, c'est pas vrai. Il suffit de voir comment une femme blanche peut se comporter avec sa femme de ménage noire pour comprendre que si, il suffit pas d'être femme pour partager une identité commune, des luttes communes, voilà. En France, du coup, on s'est beaucoup concentré plutôt sur l'entrelacement entre genre et classe. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme pauvre versus une femme riche? Et puis, les études intersectionnelles. Donc là, on était dans les années 90 à la mise à jour de ce concept. Et les études intersectionnelles, derrière, se sont ouvertes. Donc, on a intégré d'autres axes de discrimination. La religion, le handicap, l'orientation sexuelle, le niveau d'études, etc., etc., etc. Donc finalement, et c'est Kimberlé Crenshaw qui le disait elle-même dans une interview au Washington Post dans les années 2010, elle estime, et je partage son point de vue, et nous sommes nombreux à partager son point de vue, qu'il faut intégrer dans les études intersectionnelles tous les axes de pouvoir jugés pertinents par les personnes concernées. Si une personne s'estime discriminée, alors ça peut justifier une analyse intersectionnelle si ça s'entrelace avec d'autres rapports de domination. Et moi, du coup, j'ai fait une thèse que j'ai soutenue il y a 2 ans sur les femmes usagères revendeuses de drogue. C'est des femmes insérées socialement. Donc je l'ai fait à Bordeaux et Montréal, cette étude, pendant 4 ans. C'est une étude qualitative, j'ai pas fait de stade. J'ai rencontré 40 femmes usagères revendeuses, 20 hommes, des policiers, des magistrats, des acteurs de la réduction des risques et des acteurs et experts des politiques publiques.
Et les femmes que j'ai rencontrées, c'était des critères d'échantillonnage, c'était des choix. Elles étaient insérées socialement, donc elles avaient toutes un logement, un emploi et des revenus fixes. Elles avaient entre 18 et 35 ans, donc des jeunes adultes. Elles étaient blanches pour la plupart. Donc on n'est pas du tout dans une population précaire. Elles ont plutôt un haut niveau de diplôme. Voilà. Donc c'est des femmes plutôt privilégiées sur plein d'aspects. Et pourtant, selon moi, on peut complètement mobiliser une analyse intersectionnelle concernant ce public. Pourquoi ? Parce qu'elles sont discriminées quand elles vont acheter, consommer et vendre des drogues, pas seulement parce qu'elles sont femmes, pas seulement parce qu'elles sont usagères et vendeuses de drogue, mais bien parce qu'il y a ces deux éléments de ces identités qui se combinent. Et ça fait écho à ce qu'on disait, puisqu'être usagère et dans une autre mesure, vendeuse de drogue, c'est un élément identitaire stigmatisant, perçu comme dévalorisant, qu'il faut cacher, etc. Alors à ce moment-là, quand on est une femme et qu'on est porteuse de ces pratiques et de ces identités stigmatisées, on se situe à l'entrelacement de deux axes de discrimination. Donc pour moi, l'usage et la vente de drogue, en tant que pratique interdite, réprimée, stigmatisée, c'est un axe de discrimination. Pour s'éloigner un peu du sujet de ma thèse et pour parler des femmes usagères de drogue en général, qui est un exemple du coup d'analyse intersectionnelle, les femmes usagères de drogue, elles représentent un quart des files actives des structures de réduction des risques en France, au Canada et dans le monde occidental de manière générale. On pourrait se dire, bah oui, mais finalement, peut-être qu'il n'y a que 20% d'usagères de drogue. Non, 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 pas du tout. Il suffit de regarder les dernières statistiques de l'Observatoire français des drogues et tendances addictives pour bien voir que la part des femmes augmente drastiquement dans la plupart des consommations de drogue illicites. Et cette part de femmes dans les files actives, 20-25%, elle est stable depuis les années 90, alors que les usages de drogue se féminisent depuis les années 90. Okay ? Donc il y a un non-recours à la prise en charge chez ces femmes qui peut s'expliquer de bien des manières, notamment parce que les structures de réduction des risques sont majoritairement pensées pour les besoins d'un public masculin. Et moi je plaide par exemple pour l'institutionnalisation de lieux non mixtes au sein des structures de réduction des risques. C'est fait au Canada, ça marche. En fait, on sait dans la littérature scientifique pourquoi ces femmes ne recourent pas à la prise en charge. Essentiellement parce que quand elles arrivent dans une structure où il y a 80% d'hommes, elles ont, et on parle dans les structures de réduction des risques plutôt de femmes précaires, elles ont peur de croiser un ancien agresseur ou un agresseur potentiel. C'est le sentiment d'insécurité, essentiellement, lié à des violences sexuelles, sachant que les femmes usagères de drogue sont encore plus exposées aux violences sexuelles que les femmes en général. Donc on voit bien que le fait d'être femme et usagère de drogue, ça expose à des risques de violences sexuelles, ça expose à du non-recours à la prise en charge. Moi, les femmes que j'ai rencontrées, et de manière générale, les femmes usagères de drogue qui sont interrogées, donc elles disent qu'elles sont harcelées sexuellement et régulièrement, en tout cas, qu'elles sont sujettes à des tentatives ou à des actes de violence sexuelle. Elles font l'objet de stéréotypes où, un peu comme une femme garagiste ou championne de MMA, on a du mal à la voir là. Donc les vendeurs vont se dire qu'elle n'y connaît rien, qu'elle ne connaît pas les critères de prix, qu'elle ne connaît pas les critères de qualité et que même si elle les connaissait, de toute façon, c'est une meuf, donc elle n'est pas capable de négocier, donc on va l'arnaquer. Alors des fois, c'est pas grave. Elle se retrouve avec 2 grammes de bœuf au lieu de 2,5 grammes. Bon, des fois, on lui met de la lessive à la place du speed. Sniffer de la lessive, c'est encore plus dangereux que sniffer du speed. Donc, il y a des risques sanitaires réels. Et puis, ce risque d'arnaque, il est amplifié par un autre stéréotype où on va présupposer que les femmes sont incapables de faire preuve de violence. Et donc, elles vont être intimidées régulièrement, surtout quand elles vendent. Et on se dit aussi, même si elle est capable de négocier, même si elle connaît les critères de prix, de qualité, je peux la carotte. De toute façon, elle ne va pas venir me casser la figure. Donc, on voit bien que l'identité de genre se juxtapose à des pratiques à risque qui n'adviendraient pas dans une société où les drogues ne sont pas prohibées. Moi, j'ai fait une étude comparative entre Bordeaux et Montréal, donc j'ai pu observer les différences entre un marché du cannabis illégal en France et un marché du cannabis légal à Montréal. J'ai aucune femme qui me dit qu'elle s'est fait carotte par son vendeur de la Société québécoise du cannabis. Tout comme j'ai aucune femme en France qui me dit qu'elle s'est fait carotte par son marchand de tabac. Ni harceler ses parents. Ça peut arriver, mais autant que quand vous allez à Franprix. Ça arrive, mais quand même moins. Dans un marché qui est dérégulé, il faut forcément s'attendre à ce qu'il y ait des comportements qui soient dérégulés également. Donc, je voulais vous parler de tout ça, c'est un peu décousu. On pourrait aussi parler, parce que
il y a des discriminations intersectionnelles, mais il y a aussi des privilèges intersectionnels. Moi, les femmes que j'ai rencontrées, qui, je le rappelle, sont blanches et insérées, elles se font jamais interpeller par la police. Jamais. Jamais. Et elles savent que c'est parce qu'elles sont femmes, qu'elles sont blanches et qu'elles sont insérées socialement, et elles vont le performer. C'est-à-dire qu'une femme que je vais rencontrer qui va avoir un look un peu punk, quand elle va un peu pas hyper féminin dans le sens stéréotypé du terme, quand elle transporte des quantités relativement importantes de drogue sur elle, elle va mettre des talons, elle va mettre du rouge à lèvres et elle va s'habiller comme une petite bourgeoise, pour reprendre les termes d'une usagère, donc pour performer une féminité respectable. Voilà. Donc c'est que les femmes que j'ai rencontrées, elles sont très bien conscientes de ce qu'implique leur identité de genre sur le plan des avantages, sur le plan des discriminations. Ces mêmes femmes qui vont performer une féminité respectable face à la police, elles vont performer une féminité guerrière, masculine, quand elles vont acheter ou vendre des drogues. Parce que sinon, elles savent qu'elles vont se faire harceler sexuellement tout le temps. Donc voilà de quoi je voulais vous parler, et je propose qu'on échange un peu pendant les 10-12 minutes qui nous restent sur tout ça. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions. Moi, j'ai écrit 400 pages, hein, donc je peux être en roue libre pendant 10 minutes, mais je ne suis pas sûre que vous ayez envie de ça. Mais s'il y a des questions... En gros, ma thèse, elle se divise en 3 parties. Première partie, trajectoire dans l'usage-revente des femmes insérées. Deuxième partie, non-recours à la prise en charge sanitaire. Et troisième partie, invisibilité face à la police. Et à la fin, j'essaye de formuler des perspectives pour favoriser la réduction des risques auprès d'un public féminin et inséré. Voilà, si ça peut orienter vos questions, réactions. Tout là-bas. Je suis désolée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Déjà, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Je m'étais jamais posé ces questions-là, donc c'est super. Moi, j'avais une question sur les lieux de prise en charge non mixtes. Il me semble que vous disiez que ça existait au Canada, ouais. Si j'ai bien compris. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez un peu d'historique, quand est-ce que ça s'est mis en place et est-ce que ça a été accepté, parce qu'on sait que les lieux de prise en charge en non-mixité, c'est toujours un sujet dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et voilà, est-ce que ça fonctionne, j'imagine. Mais enfin voilà, je voulais en savoir un peu plus sur ça. Alors, merci beaucoup. C'est bien parce que je vais pouvoir faire une diatribe de 2 minutes sur le modèle universaliste à la française versus le modèle communautaire à la québécoise. Déjà, il y a des espaces non mixtes en France. Il y a un XAPA femmes à Paris. Et après, il y a des initiatives. Donc, ça ne va pas forcément être des structures intégralement non mixtes, mais ça va être des espaces femmes dans des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques, dans des XAPA, dans des consultations jeunes consommateurs, dans des espaces festifs. Tout comme il peut y avoir... Je m'y connais moins, mais des centres pour les demandeurs d'asile avec des espaces non mixtes. Mais ça va être des initiatives portées souvent par quelques individus dans les structures. Et le problème, c'est que du coup, quand ces individus partent pour X ou Y raison, qui sont en congé, en arrêt maternité, qui se réorientent ou juste qui sont fatigués, qu'ils ont trop de trucs à faire, bah souvent l'initiative disparaît avec la disponibilité de ce professionnel. Au Canada, c'est beaucoup plus répandu. Pourquoi ? Parce que le Québec et le Canada en général a un modèle de santé communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Canada, il y a quelque chose de très présent là-bas qui s'appelle l'affirmative action. L'affirmative action, ça consiste à dire... c'est notamment lié au fait que quand vous allez au Canada, dans toutes les conférences, ils commencent par dire « Nous sommes conscients d'être sur une terre conquise du peuple », et là, ils disent le peuple autochtone, initial, machin et tout. Donc, il y a vraiment cette intériorisation du fait qu'ils ont spolié un territoire à une population initiale, ce qu'on n'a pas du tout en France. Est-ce que je parle trop ? Et donc, cette affirmative action, elle a conduit à faciliter la reconnaissance de l'existence de certaines communautés qui méritent qu'on leur donne plus de subventions, plus de territoires, plus d'espaces institutionnels, militants, communautaires, etc. Et donc, c'est développé ce qu'on appelle la santé communautaire, où c'est beaucoup plus facile, c'est complètement normalisé d'avoir des structures qui sont dédiées uniquement à des populations autochtones, à des jeunes, à des vieux, à des personnes pauvres, à des personnes riches, à la communauté LGBTQIA+, à des femmes, etc., etc. Donc là-bas, c'est complètement intériorisé. En France, enfin complètement.
Il y a des nuances, c'est-à-dire que ça, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, par exemple, ils ont au Canada quelque chose qui s'appelle l'analyse différenciée selon les sexes, qui est dans les textes de santé publique, dans les textes du gouvernement du Canada, dans les textes du gouvernement du Québec. Mais dans les faits, il n'y a pas forcément les moyens et les budgets qui sont associés à cette philosophie-là. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux qu'en France, où quand on parle de genre dans un texte, d'office, on se fait traiter de woke, surtout aujourd'hui. En France, au-delà du contexte politique actuel, on est dans un modèle universaliste, c'est-à-dire que l'État français s'est constitué en disant la République française est une et indivisible, et peu importe que vous soyez musulman, catholique, juif, que vous veniez d'ailleurs, quel que soit votre genre, votre sexe, votre âge, etc., vous êtes français. Et ce qui compte, c'est cette identité commune. À partir de là, tout ce qui va être apparenté à de la discrimination positive, et d'ailleurs ça c'est intéressant, ça n'existe qu'en France le terme de discrimination positive. Je parlais avec des Belges, ce n'est pas quelque chose qui est employé. C'est quand même sympa d'avoir réussi à créer une discrimination positive, où d'office quand on en parle, on se dit ah oui mais quand même c'est discriminant. Donc tout ce qui va être apparenté à de la discrimination positive, les politiques des quotas pour les femmes dans les CA des grandes entreprises ou à des postes politiques, les politiques visant à favoriser l'insertion de jeunes issus de quartiers prioritaires dans les grandes écoles, les espaces en non-mixité, etc., etc. On va dire oula mais oui mais c'est du communautarisme, nous on n'en veut pas, ça va segmenter la société, c'est problématique, après plus personne va s'entendre. Bon. Moi, à titre, c'est un débat qui est intéressant sur le plan intellectuel, scientifique. Moi, j'aime bien voir quand même ce qui est efficace. On constate que quand on met de la non-mixité dans les structures de réduction des risques, les femmes viennent plus. Alors après, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que vu que les femmes représentent en moyenne un quart des files actives, mais c'est une moyenne, hein. Des fois, il y a 5% de femmes dans une structure. Si vous instituez un espace non mixte ou un temps non mixte dans la semaine, le risque, c'est que du coup, vous ayez une ou deux femmes, voire pas de femmes, pendant un certain temps. D'où la nécessité de juxtaposer ces espaces et ces temps non mixtes à de l'aller vers, numérique, maraude, etc., d'aller chercher les femmes, d'essayer de faire tout ce qu'on appelle bouche à oreille, boule de neige. Une fois que vous avez une ou deux femmes qui sont dans votre espace, de lui dire ok, toi tu connais sûrement d'autres femmes à la rue, d'autres femmes usagères de drogue, est-ce qu'on pourrait les mobiliser, tout ce qui est communauté numérique, etc. Mais donc il y aura forcément, régulièrement, il y a un temps où en fait il y a peu de monde, et souvent ça c'est décourageant pour les professionnels et c'est décourageant pour les financeurs, parce qu'une ARS elle n'a pas forcément envie de financer un espace femme avec trois personnes. Donc faut l'argumenter, d'où l'intérêt aussi des travaux, des actions en collaboration qui vont mobiliser différentes structures. Parce qu'en général, les femmes usagères de drogue, marginalisées, il y a aussi des parcours potentiellement migratoires ou de violences intrafamiliales, etc., etc. Donc, mobiliser des réseaux qui sont souvent assez peu en collaboration, de type les réseaux de lutte contre les violences faites aux femmes, les réseaux de réduction des risques et d'addictos, les réseaux qui viennent en aide aux demandeurs d'asile, aux personnes migrantes, etc. Ça pourrait permettre de faciliter la venue de ces femmes. Mais une fois que c'est mis en place, quand c'est fait correctement, c'est-à-dire avec le budget nécessaire, avec des professionnels formés, où c'est pas juste une initiative individuelle, oui, ça marche. Et il y a notamment Florent Schmitt, qui est un sociologue qui va bientôt soutenir sa thèse, je vous encourage à la lire, qui a fait une étude comparée entre un service de réduction des risques où il y avait un espace non mixte et un autre service où il n'y en avait pas. Et en fait, dans le service où il y a un espace non mixte, déjà, les femmes s'approprient complètement différemment l'espace. Quand vous allez dans une structure mixte où il y a une minorité de femmes, ce qui est quasiment tout le temps le cas dans les structures mixtes, finalement, sauf quand on s'intéresse aux mères ou aux travailleuses aux parents ou aux travailleuses du sexe, les femmes vont beaucoup plus passer. Elles vont moins occuper les espaces de sociabilité, elles vont moins rester pour boire un café, pour discuter avec les autres, elles vont être plus en repli, elles vont moins faire la sieste sur les canapés, elles vont aller beaucoup plus vite aux douches, beaucoup plus vite aux sanitaires, etc., etc. Et puis c'est aussi dans les thématiques qui vont être abordées entre femmes ou dans les groupes de parole qu'on voit l'effet de la non-mixité, typiquement les violences sexuelles. C'est un sujet qui n'est quasiment jamais abordé en mixité. La sexualité des femmes de manière générale, les violences sexuelles, les règles, le rapport à la famille, le rapport à l'intimité, etc., etc. Et puis il y a des choses qui peuvent être mises en place en non-mixité qui sont intéressantes aussi, par exemple des cours d'autodéfense féministe, des ateliers de sexologie, des choses comme ça.
Souvent on parle de socio-esthétique, etc. Oui, ok, mais on peut envisager d'autres choses sur un plan militant. Donc oui, ça fonctionne et j'espère que je vous ai donné quelques pistes pour envisager comment le mettre en place. Et puis après, il y a aussi des résistances idéologiques, hein, faut pas se voiler la face. Moi, j'en ai déjà rencontré plein, des directeurs ou des directrices d'établissements qui me disent les problèmes de gonzesse, ça va 2 minutes, quoi. Donc là, malheureusement, c'est compliqué. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une évolution quand même, ne serait-ce que pour la place donnée au genre dans les congrès, dans les événements scientifiques, professionnels, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ? Là-bas. Oui, bonjour. Du coup, moi, je travaille à l'espace de repos qui est à Porte de la Chapelle. Et du coup, depuis quelques mois, on a un temps d'ouverture uniquement destiné aux femmes qui marche un peu. C'est-à-dire qu'on a en général quasiment 200 personnes par jour et pendant ce créneau-là, on en a 3, 4. C'est pas énorme. Et en fait, il y a un frein qui est important, c'est en fait les usagers de la structure, enfin les hommes, qui vont avoir tendance à se masser devant l'entrée pendant ces temps-là, à foutre la pression aux femmes qui viennent. Voire à demander à certaines de leur ramener les petits déjeuners concerts, ce genre de choses. Ouais. On se retrouve avec des femmes qui viennent et en fait ils vont faire le larbin pendant 2 heures à ramener à manger. Ouais. Et en même temps on leur dit bah t'es pas obligé, mais en même temps c'est pas moi qui vais me faire péter la gueule s'il a l'air d'y aller, quoi. Et du coup je sais pas s'il y a des solutions là-bas, est-ce qu'au Québec ils ont trouvé le secret? C'est très compliqué. Alors, dans les obstacles à la venue des femmes dans les structures de prise en charge, il y a aussi les relations conjugales d'emprise qui sont beaucoup mentionnées, sans forcément parler de violence physique, même si ça arrive. Ça va être aussi de l'emprise au sens, c'est le conjoint qui va chercher les traitements de substitution aux opiacés, qui va chercher le matériel, qui va empêcher la femme de sortir, qui va l'insulter, qui va complètement la dénigrer quand elle a le malheur de s'aventurer dans une structure pour demander du soutien. Et donc ça, c'est des choses qu'on m'avait rapportées aussi dans une structure à Pau, je crois, où on me disait, bah ouais, l'espace femme, mais en fait, il y avait tous les mecs qui se mettaient à la vitre pendant qu'on faisait l'atelier sexo, et alors il y avait aucune des nanas qui voulait toucher à un stérilet ou à une capote, quoi. C'était mort. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est aux professionnels de la structure d'essayer de réguler ça, c'est-à-dire instaurer un espace à l'entrée où il y a personne, en fait, devant l'entrée pendant un temps, installer un marquage au sol, voire avec des sanctions, de type, si tu continues à imposer ta présence dans un ou un espace qui t'est pas dédié. Déjà, essayez évidemment de discuter. Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça pendant une consulte individuelle? Est-ce que quand tu parles au psychiatre, au psy, au médecin, tu aimerais qu'il y ait des gens derrière que tu n'as pas envie qu'ils soient là? Et puis sinon, la sanction, l'exclusion de la structure, temporaire ou définitive. Moi, je sais qu'il y a plusieurs CARUT qui ont été obligés, malheureusement, de mettre en place des services de sécurité. Pas pour cet enjeu-là spécifiquement, mais le vigile, il peut aussi intervenir quand il y a, parce que des passages à l'acte violent en CARUT, il y en a. Donc, mais pour moi, ce qui est la priorité dans ce contexte-là, c'est de respecter et de mettre en œuvre l'intimité de ces personnes-là. Et après, par contre, pour ce qui se passe en dehors de la structure, quand les femmes sortent et qu'elles retrouvent leur conjoint, etc., là, on en revient à l'enjeu du travail psychologique, de la mise à l'abri, de l'accès à l'hébergement d'urgence quand les femmes sont prêtes à partir. Mais c'est extrêmement compliqué. Ça dépasse l'enjeu de l'accueil en non-mixité. C'est comment on fait pour déconstruire des schémas psychologiques qui sont ancrés, en fait, chez des personnes extrêmement vulnérables. Clôture, tu veux que je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Avec Thibaut. Peut-être aussi, Aurore, vous avez Assor aussi, et les collègues nous disaient, même en hébergement de nuit, que ça n'était pas simple, il y avait beaucoup de tensions entre femmes, aussi parce que y a des enjeux autour des clients qui sont ramenés, etc. Mais c'est chouette, ça nous donne envie et ça fait réfléchir au quartier jeune d'avoir des temps dédiés, pourquoi pas. Aussi, c'est chouette. Merci beaucoup. Je vais surtout pas recommencer à parler parce qu'en fait, on a déjà dépassé le temps, toutes mes excuses. Merci infiniment à tous d'être venus. Merci à tous nos intervenants. Merci à toutes les deux là, qui clôturaient joliment, en plus avec les images d'Hélène ces 2 jours. Merci à tous les partenaires
partenaires qui ont tenu des stands. J'ai vu du monde passer, donc ça c'est chouette parce que c'était ce qu'on voulait, comme ça a été dit aussi ce matin dans la table ronde lien, c'est de recréer du lien dans le réel et pas dans le virtuel, donc de se croiser, de se voir tous ensemble. Et évidemment, merci beaucoup à toute l'équipe de la MMPCR quand même, qui a bossé dur pour pouvoir mettre tout ça en place, à QJ Santé, au tête-à-tête, qui était aussi sur des stands aujourd'hui et hier, et qui nous ont aidés dans tous ces préparatifs. Et je te laisse le mot de la fin. C'était un petit peu le mot de la fin aussi. Non, vous dire qu'on va vous mettre des ressources en ligne suite à ça, notamment les rencontres ici qui étaient filmées, les schémas aussi, la facilitation graphique qui a été faite par Hélène Pouille. Et puis, ça dépend de la manière dont vous recevez nos informations, mais si vous ne recevez pas la newsletter, pensez à vous inscrire. Il y a aussi un compte LinkedIn que suit notamment Laurence, vous pouvez vous inscrire. Et voilà, on fera des prochains événements qui auront des connexions forcément avec une partie des éléments ou de certains sujets qui ont été évoqués ici. Mais on va se laisser un peu de temps avant de les construire. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir. Voilà. Et à bientôt et bon week-end à vous. Merci.